La Corée du Nord est l'un des pays les plus fermés au monde, où la population vit sous surveillance, isolement informationnel et contrôle étatique qui réglementent tous les aspects de la vie. Pendant ce temps, Kim Jong-un s'entoure d'une structure soigneusement conçue pour protéger sa sécurité et son pouvoir. Des palais cachés, des routes blindées et des symboles publics renforcent son image de leader inaccessible. Mais ce n'est pas tout. Quels sont les secrets personnels les mieux gardés de Kim Jong-un qui lui permettent de rester au pouvoir? Bienvenue à Mondaré. Aujourd'hui, je vais vous montrer. C'est parti! Les réseaux financiers clandestins qui soutiennent le régime nord-coréen. Ce réseau n'est pas visible du public et n'apparaît pas dans les documents économiques officiels. Mais sans lui, une grande partie du pouvoir stratégique de Kim Jong-un s'effondrerait. Au cœur du système se trouvent des sociétés écrans, qui simulent des opérations légitimes dans des secteurs tels que l'exploitation minière, le textile et l'industrie pharmaceutique. Bien qu'elles soient légalement enregistrées à l'étranger, leur véritable objectif est de déplacer des capitaux par le biais de contrats fictifs, de factures manipulées et de transferts secrets. Les opérateurs qui les dirigent ne sont pas recrutés pour leurs compétences commerciales, mais pour leur loyauté envers le régime et leur volonté d'assumer de fausses identités, renforcées par des documents falsifiés. La localisation des ressources suit une logique claire. Des territoires avec des lois qui rendent le suivi difficile, comme le Panama, les îles Vierges britanniques ou les Seychelles. De là, les fonds sont redirigés par petites portions vers des banques qui agissent comme intermédiaires, évitant ainsi les concentrations qui pourraient susciter des soupçons. Chaque compte est enregistré au nom d'hommes de paille, soigneusement sélectionnés et renouvelés, garantissant qu'aucune transaction n'est directement liée à la Corée du Nord. Outre les circuits numériques, le régime maintient l'utilisation de coursiers. Ces agents transportent physiquement des lingots d'or, des billets de banque, des bijoux et des pierres précieuses à travers les frontières, leur permettant d'approvisionner les réseaux locaux qui nécessitent des liquidités immédiates. Les itinéraires sont préétablis et soumis à des contrôles internes pour éviter les fuites, et le personnel impliqué est formé à des protocoles spécifiques de camouflage et de livraison. Les opérations de surveillance internationale, menées par des institutions financières multilatérales, ont tenté de suivre ces mouvements à l'aide d'outils de plus en plus sophistiqués. Des audits, des embargos, des enquêtes et des sanctions ont été appliqués sur de multiples fronts. Cependant, la résilience du système réside dans sa capacité à se renouveler. À chaque fois qu'un intermédiaire est détecté, un autre le remplace. Chaque fois qu'une entreprise est bloquée, une autre apparaît enregistrée. La flexibilité est un élément essentiel de la stratégie. Le but de ce mécanisme n'est pas seulement d'accumuler des richesses. Les fonds obtenus par ces canaux alimentent directement les programmes de défense, les développements technologiques et militaires, les achats de matériel restreint et les avantages personnels qui assurent la loyauté de l'élite politique et militaire. Le pays finance l'achat d'équipements de pointe, de technologies à double usage, de pièces de missiles et de biens de consommation de luxe réservés à l'élite dirigeante. À l'intérieur du pays, les citoyens restent totalement inconscients de cette infrastructure parallèle. Alors que l'économie nationale reste soumise à des contrôles rigides, à de bas salaires et à un rationnement, les réserves réelles circulent dans un circuit complètement séparé. Les agences officielles n'ont aucune visibilité sur ces fonds qui sont gérés à partir de bureaux discrets, sous la supervision directe du gouvernement central. Infrastructures cachées, palais fortifiés et bunkers opérationnels du régime partout en Corée du Nord, un réseau hautement spécialisé de complexes résidentiels et de fortifications constitue l'épine dorsale de la sécurité des dirigeants. Cette infrastructure, qui comprend plus d'une douzaine de palais, d'abris souterrains et de centres de commandement, n'est pas conçue comme une série de résidences luxueuses. Elle fonctionne comme un système tactique destiné à préserver l'opérabilité du régime face à toute menace. Le complexe de Ryeong-song, situé à la périphérie de Pyongyang, est remarquable pour son importance stratégique. Équipé de murs électrifiés, de capteurs avancés,
De postes de surveillance avec artillerie légère et de tunnels reliant les installations militaires, il fait office de centre de commandement principal. Outre les espaces résidentiels, il contient des salles de surveillance, des chambres blindées pour les réunions de crise et un système de communication crypté qui maintient des liens directs avec les principales unités armées du pays. La base de Wonsan sur la côte étend les capacités opérationnelles en intégrant les opérations maritimes et aériennes. Doté d'un port privé, pouvant accueillir des navires équipés pour des évacuations rapides et d'héliports reliés à des routes stratégiques, ce site renforce la capacité de mobilité en cas d'urgence. Son infrastructure combine des zones récréatives, telles que des piscines et des gymnases, avec des espaces opérationnels de haut niveau, notamment des salles de situation et des dépôts d'approvisionnement critiques. Les bunkers souterrains, construits sous les résidences principales, remplissent des fonctions vitales. Conçus pour résister aux impacts balistiques et aux attaques aériennes, ils disposent de systèmes d'alimentation autonomes, de réserves de nourriture pour plusieurs mois, de réservoirs d'eau filtrée et d'environnements pressurisés avec contrôle de la qualité de l'air. Les voies d'accès sont réparties en couches, contrôlées par un personnel de sécurité spécialisé qui utilise des mesures biométriques, des dispositifs d'authentification électronique et des codes d'entrée rotatifs. La maintenance de ce réseau est une tâche constante, impliquant des ingénieurs, des architectes et des techniciens, travaillant dans le respect de normes de confidentialité strictes. Chaque composant, des systèmes de ventilation aux mécanismes d'étanchéité, est inspecté périodiquement pour garantir son état de fonctionnement. Les fournitures, y compris les pièces détachées et les matériaux de haute technologie, sont achetés via des réseaux d'intermédiaires qui leur permettent d'éviter les restrictions commerciales imposées par les sanctions internationales. Une caractéristique fondamentale de la conception stratégique est la dispersion géographique. En répartissant les complexes dans différentes régions, le risque d'une attaque coordonnée compromettant l'ensemble de la structure de commandement est réduit. Les itinéraires utilisés pour transporter le leader sont soigneusement planifiés, régulièrement modifiés et supervisés par des unités avancées qui inspectent chaque point du parcours. Les convois qui le transportent comprennent des véhicules de renfort, des contre-mesures électroniques et des systèmes de brouillage pour protéger les communications. Au sein de chaque complexe, les espaces ne servent pas seulement d'abri. Ils sont équipés pour permettre aux activités gouvernementales de se poursuivre sans interruption. Les salles de commandement sont dotées de systèmes mis à jour qui intègrent des cartes numériques, des communications militaires et des plateformes d'analyse tactique. Depuis ces centres, Kim Jong-un peut donner des ordres directs, coordonner les mouvements de troupes ou prendre des décisions critiques, même en cas de crise nationale. L'isolement extérieur est renforcé par des barrières physiques et naturelles. Les périmètres sont définis par des lignes de confinement décalées qui comprennent des murs en béton armé, des barrières de végétation dense et artificielle et des systèmes de surveillance par imagerie thermique. Des patrouilles de sécurité patrouillent les zones périphériques par roulement et les zones environnantes sont débarrassées des civils, éliminant ainsi les fuites d'informations potentielles. Transport stratégique, blindé, itinéraire secret et déplacement des dirigeants. L'infrastructure de transport de Kim Jong-un est un réseau complet, organisé pour remplir des fonctions bien au-delà de la mobilité personnelle. Chaque véhicule, avion ou navire est configuré comme faisant partie d'un système qui permet un déplacement dans des conditions de sécurité strictes, une continuité de commandement et des capacités de réponse aux imprévus. Sur le terrain, plus d'une centaine de voitures sont réparties stratégiquement à travers le pays. Les limousines blindées Mercedes-Benz, les Rolls-Royce Phantom spécialement renforcés et les véhicules de sport tels que l'Audi R8 et le Range Rover constituent une flotte non seulement ostentatoire mais essentiellement tactique. Ces unités, introduites par le biais de réseaux internationaux qui contournent les sanctions, intègrent des technologies avancées, verres balistiques, pneus increvables, blindage multicouche et systèmes de communication cryptés. Les véhicules sont tournés régulièrement, évitant ainsi les schémas qui pourraient être détectés.
Dans l'espace aérien, Kim Jong-un utilise principalement des avions Ilyushin 62M, rénovés en plateforme de vol d'affaires. Ces navires, équipés de cabines privées, d'aires de repos, de systèmes de navigation modernisés et de dispositifs de brouillage, permettent des voyages prolongés sans escale. Chaque itinéraire est planifié avec des itinéraires alternatifs, en tenant compte des scénarios d'évasion et des aérodromes sûrs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le segment maritime renforce ces options d'évasion et de transfert réservés. Les yachts de luxe, tels que le Princess 95 Mibi, opèrent à partir de bases proches des résidences côtières. Ces navires sont dotés de cabines renforcées, de radars actifs et d'espaces équipés pour les communications tactiques. Bien qu'ils puissent apparaître comme des symboles de loisirs, ils remplissent un double rôle, prêts à être activés lors de voyages discrets, loin des radars étrangers. Chaque action du leader est précédée d'un processus coordonné en plusieurs phases. Les équipes avancées inspectent les itinéraires, effectuent des contrôles de sécurité et ajustent les heures de départ. Les transferts ne suivent jamais de routine fixe. Les itinéraires changent, les horaires sont modifiés et les véhicules sont remplacés peu de temps avant chaque opération pour minimiser les fuites. Même les pilotes, les chauffeurs et les capitaines sont régulièrement remplacés, ce qui les empêche d'accumuler des informations sensibles. Des réseaux privés pour maintenir la cohésion interne du régime. Au sommet du pouvoir nord-coréen, il existe un système réservé au soutien de l'entourage immédiat des dirigeants. Ce groupe, identifié par des rapports externes comme l'escouade du plaisir, est composé de jeunes femmes sélectionnées à travers des processus soigneusement exécutés, dont le rôle central est de renforcer les relations internes entre les hauts commandants politiques et militaires. Ces membres sont sélectionnés par des agents spécialisés qui visitent les institutions éducatives et culturelles, identifiant les jeunes qui répondent aux exigences d'apparence, de compétences et de discrétion. Une fois choisis, ils sont transférés dans des centres de formation où ils reçoivent des cours de musique, de danse, d'étiquette, de conversation diplomatique et de soutien social. La plupart n'interagissent pas directement avec Kim Jong-un. Leur travail consiste à assister à des événements internes organisés pour les principaux acteurs du régime. Les familles des personnes sélectionnées sont informées selon des conditions non négociables. En échange, ils reçoivent des améliorations matérielles, un logement réaffecté, un accès à une nourriture supplémentaire et des privilèges difficiles à obtenir pour la population générale. Ce pacte unilatéral garantit le silence collectif, préservant les opérations de toute interférence ou remise en question. Les participants, quant à eux, sont soumis à un système disciplinaire strict qui réglemente non seulement leur performance, mais aussi leur conduite et leur permanence. Le champ d'activité du groupe est large. Qu'il s'agisse d'apparitions lors d'événements privés ou d'assistance personnelle lors de réunions politiques, leur rôle est de permettre aux espaces privés du pouvoir de fonctionner sans friction ni perturbation. Des routines d'interaction méticuleusement planifiées cherchent à maintenir la cohésion du cercle dirigeant, en renforçant les engagements personnels et les alliances qui ne se reflètent pas dans les documents officiels. L'entretien matériel de ce système implique des ressources importantes. Les vêtements, les cosmétiques, les bijoux et les accessoires proviennent de fournisseurs internationaux, achetés via des réseaux d'importation indirects. Les dépenses sont gérées par l'intermédiaire de fonds spéciaux, qui n'apparaissent pas dans les budgets publics ni dans les documents ministériels. Les allocations comprennent même des possibilités de formation ou des voyages sélectifs à l'étranger, organisés sous la stricte supervision de l'appareil d'État. La permanence au sein du groupe est limitée dans le temps. Après avoir terminé leur service, les participantes sont réaffectées à des rôles administratifs discrets ou affectées comme épouses à des membres de confiance de l'establishment militaire. Ce processus permet de les redistribuer sans risque que des informations confidentielles acquises lors de leur participation soient divulguées au monde extérieur. Les transitions sont gérées selon des protocoles fermés, supervisés par des responsables spécifiquement formés pour assurer un contrôle complet sur chaque étape. Le rôle de l'escadron privé ne doit pas être compris comme un élément décoratif ou simplement récréatif.
Son rôle est tactique. Construire des réseaux de fidélité interne, renforcer les liens informels entre les acteurs clés et maintenir un écosystème d'engagement qui préserve la stabilité du leadership. Dans cet environnement, l'intimité n'est pas une indulgence. C'est un outil fonctionnel qui permet de maintenir des alignements personnels et stratégiques. L'approvisionnement alimentaire de luxe comme symbole de stratification politique. Dans le système alimentaire nord-coréen, l'écart entre les biens réservés à l'élite dirigeante et les provisions fournies aux citoyens ordinaires est l'une des expressions les plus notables de l'ordre hiérarchique dominant. Alors que la population reçoit des rations strictement réglementées, centrées sur le riz, le maïs et le soja, l'élite politique a accès à des produits de luxe introduits dans le pays par le biais de réseaux clandestins. Les produits destinés aux dirigeants comprennent du caviar, du bœuf wagyu, du homard, du foie gras, des fromages européens et des vins importés. Ces produits n'entrent pas par les voies officielles. Des intermédiaires internationaux organisent des chaînes de transport qui échappent aux inspections, en recourant à des transbordements, des changements d'étiquettes et des expéditions déguisées. Les livraisons sont synchronisées pour garantir que les produits arrivent dans des conditions optimales aux cuisines dédiées qui les traitent. Les installations où ces aliments sont manipulés et stockés sont équipées de technologies spécialisées, réfrigération avancée, cuisine conçue selon les normes internationales et systèmes de surveillance. Les chefs responsables reçoivent une formation sur la préparation des ingrédients importés et travaillent selon des protocoles de sécurité qui incluent des contrôles de qualité et des inspections préalables, minimisant ainsi tout risque associé à la consommation. En dehors de ce circuit, la population générale vit enfermée dans un modèle restrictif. Les quotas d'État ne fournissent que l'essentiel en termes de nutrition et l'accès régulier aux protéines animales est rare. Les communautés rurales, particulièrement vulnérables, sont confrontées à des pénuries récurrentes lorsque les récoltes locales sont insuffisantes et que les importations légales ne suffisent pas à compenser cette pénurie. Les produits qui parviennent à se retrouver sur le marché noir sont proposés à des prix prohibitifs, ce qui accroît encore la barrière à l'entrée entre les classes. Les dirigeants ne dénoncent pas publiquement cette inégalité. Des images diffusées par les médias d'État montrent Kim Jong-un supervisant des fermes, visitant des installations alimentaires et passant du temps avec des agriculteurs. Les dîners privés, les banquets organisés pour les hauts fonctionnaires et les entrepôts remplis de marchandises importées ne font pas partie du récit médiatique et restent cachés aux yeux de la plupart. La logistique qui soutient ce circuit exclusif est protégée par des mécanismes de confidentialité extrême. Les responsables du transport, du stockage et de la préparation comprennent que toute tentative de détournement de fournitures vers des réseaux non autorisés constitue une infraction grave, avec des conséquences allant de l'emprisonnement à une punition exemplaire. Ce blindage garantit que les produits haut de gamme restent confinés dans des espaces réservés, sans possibilité de fuite vers les niveaux intermédiaires ou inférieurs. Les espaces où ces aliments sont consommés remplissent des fonctions qui transcendent le purement culinaire. Les repas organisés pour les membres clés du régime, les toasts privés et les dîners stratégiques servent de lieu de consolidation des alliances, de renforcement des positions hiérarchiques et de consolidation des engagements internes. Chaque plat servi, chaque verre partagé et chaque ingrédient exclusif utilisé renforcent matériellement les différences entre ceux qui occupent les plus hautes positions et ceux qui restent en dehors de ces cercles. Les détails quantitatifs sur l'ampleur de ces opérations restent hors de portée du public. Les estimations générées par les agences internationales, les rapports des transfuges et les analyses satellites suggèrent que, même en période de pression extérieure maximale, l'appareil d'État maintient l'approvisionnement de l'élite. Les embargos, les sanctions et les blocus ralentissent certaines routes, mais ils ne démantèlent pas les réseaux qui assurent l'approvisionnement en produits de luxe des plus hauts niveaux du pouvoir.
Architecture symbolique, le pouvoir visuel comme outil de contrôle total. En Corée du Nord, le vaste réseau de monuments, de statues et de peintures murales dédiées à la famille Kim fonctionne comme un outil de domination et non pas simplement comme un ornement public. Ces structures garantissent que la présence du leadership est intégrée dans tous les espaces visibles, des centres urbains aux villages reculés. Loin de se limiter à glorifier des personnages historiques, ils constituent un dispositif systématique qui renforce la domination politique sur le plan visuel, social et émotionnel. Le palais du soleil de Kumsusan se distingue comme l'épicentre de ce réseau. Les corps embaumés de Kim Il-sung et Kim Jong-il y reposent, accessibles selon des protocoles stricts. Le site ne fonctionne pas comme un musée ou un centre historique, mais plutôt comme un site cérémoniel obligatoire. Chaque citoyen doit s'y rendre au moins une fois pour lui rendre hommage. Les visites des dirigeants actuels à cet endroit ne sont pas seulement des événements cérémoniels, elles symbolisent la continuité de la lignée et soulignent le lien entre les générations au pouvoir. Les autres structures disséminées à travers le pays, des statues imposantes aux plaques commémoratives, répondent à des plans centralisés. Les décisions concernant la conception, la taille et l'emplacement proviennent des organismes d'État qui supervisent chaque détail. Les autorités organisent le remplacement des pièces endommagées, l'agrandissement des éléments existants et la mise à jour des inscriptions, alignant ainsi le discours symbolique sur les objectifs politiques actuels. Les matériaux utilisés, tels que le bronze, le granit et le marbre, sont obtenus grâce à des réseaux qui contournent les sanctions internationales, garantissant ainsi l'exécution continue de ces projets. Du point de vue scolaire, le rôle pédagogique de ces symboles est clairement défini. À travers des leçons, des chansons, des slogans et des activités communautaires, les enfants intériorisent que la figure du leader représente la source ultime du progrès, de la protection et de l'unité nationale. L'intégration de ces éléments dans l'éducation précoce garantit que les images officielles accompagnent les citoyens dès les premières années de la vie. La participation aux cérémonies publiques est strictement encadrée. Les résidents sont convoqués par groupe par zone, avec des listes de présence, des instructions précises sur la tenue vestimentaire, les gestes autorisés et les comportements attendus. Les images capturées lors de ces événements sont produites par des équipes officielles qui sélectionnent soigneusement les angles et les scènes pour projeter une image de cohésion et d'unité. Les documents qui en résultent sont ensuite diffusés par les médias d'État, renforçant ainsi le récit de la loyauté collective. Les dépenses liées à cette infrastructure symbolique ne sont pas reflétées dans les bilans accessibles au public. Des estimations indépendantes indiquent que les œuvres symboliques absorbent des ressources considérables, non seulement en termes de construction, mais également en termes d'entretien, d'éclairage, de sécurité et de planification d'événements associés. En interne, cependant, ces investissements sont présentés comme des expressions spontanées de gratitude populaire, évitant toute discussion ouverte sur les priorités de l'État. L'impact pratique de ce dispositif va bien au-delà du plan visuel. Chaque monument et chaque peinture murale agissent comme un marqueur territorial qui élimine les espaces libres de toute influence gouvernementale. Aucune place, aucun établissement d'enseignement, aucun bâtiment public ou zone administrative n'est exempté de ces éléments, qui servent de rappel constant de la présence des dirigeants. Ce déploiement stratégique réduit la perception d'autonomie locale, consolidant le rôle du leader comme figure omniprésente. Dans la dynamique quotidienne, les symboles pénètrent les rituels individuels et communautaires. Les cérémonies scolaires, les anniversaires de travail, les mariages et les funérailles comprennent des éléments d'hommage obligatoires. Même les maisons privées doivent afficher des portraits officiels et des slogans patriotiques. Cette insertion d'éléments symboliques dans la vie quotidienne transforme la relation entre les individus et le leadership en un lien ininterrompu. Isolement de l'information, le siège total de la population nord-coréenne. En Corée du Nord, le contrôle de l'information est un système hermétique qui bloque tout accès spontané au monde extérieur.
Ce modèle n'est pas une simple censure partielle, mais un mécanisme global qui empêche la population d'entrer en contact avec des sources extérieures, garantissant que chaque information, image ou élément d'actualité circulant dans le pays soit strictement conforme au récit officiel. Les télécommunications fonctionnent exclusivement via des réseaux internes. Le système connu sous le nom de Kwangmyong permet une navigation limitée aux sites web nationaux sélectionnés et approuvés par les autorités. Les téléphones portables, bien que répandus parmi la population, sont limités aux connexions internationales. Même les appareils électroniques importés sont falsifiés pour limiter leur capacité à capter les signaux étrangers. Les radios et les télévisions, calibrées pour bloquer les émissions provenant d'autres pays, renforcent cette barrière. La surveillance technologique est ininterrompue. Des équipes spécialisées effectuent des inspections périodiques des maisons, des écoles et des lieux de travail, identifiant les appareils non autorisés. L'utilisation de clés USB, de cartes de stockage ou de radios clandestines pour introduire du contenu étranger est considérée comme une infraction grave, passible de sanctions allant d'une longue peine d'emprisonnement à des représailles contre les membres de la famille. Le climat de peur décourage toute tentative de briser cet isolement, instaurant une autocensure fondée à la fois sur l'obéissance et sur la peur. L'objectif central est de façonner une perception de la réalité qui coïncide avec les intérêts du régime. Les reportages dépeignent la Corée du Nord comme une nation puissante et résiliente, constamment assiégée par des ennemis extérieurs. Les pénuries de matériaux, les perturbations énergétiques et les restrictions économiques sont officiellement interprétées comme le résultat exclusif de conspirations étrangères, éliminant toute possibilité de les attribuer à des décisions internes. Le système éducatif renforce ces constructions dès le plus jeune âge. Les programmes scolaires utilisent des supports soigneusement préparés qui vantent les exploits du régime, soulignent ses réalisations et réinterprètent tout problème local comme une preuve de résistance héroïque. Les références à la dynamique internationale sont filtrées, alimentant une vision du monde où la Corée du Nord occupe une place centrale, tandis que les autres nations sont présentées comme des menaces ou des rivaux décadents. Les ambassades étrangères, soumises à des restrictions strictes, sont confrontées à de graves limitations dans leurs interactions avec les citoyens locaux. Les activités diplomatiques sont surveillées et toute tentative de communication directe fait l'objet d'une surveillance constante. Les délégations internationales visitant le pays sont accompagnées de guides officiels avec des itinéraires soigneusement planifiés pour éviter tout contact non supervisé. Même les diplomates eux-mêmes ont du mal à accéder à l'information sans l'intermédiaire de l'appareil d'État. Le régime investit des ressources considérables pour neutraliser les tentatives extérieures visant à briser ce blocus. Des campagnes de ballons lancées depuis la Corée du Sud, chargées de tracts, d'appareils électroniques ou de radios portables, sont interceptées par les patrouilles frontalières. Les transmissions radio étrangères cherchant à pénétrer la clôture sont contrées par des interférences. Des réseaux de surveillance interne, composés de comités de citoyens et de lanceurs d'alerte locaux, s'efforcent d'identifier ceux qui tentent d'introduire des matériaux non autorisés. Au sein de la structure gouvernementale, l'élite a accès à une partie restreinte des informations internationales utilisées pour évaluer les scénarios stratégiques. Cependant, ces connaissances restent confinées au plus haut niveau de l'appareil d'État et ne circulent pas aux échelons intermédiaires et encore moins à la population en général. Cette séparation contribue à renforcer les hiérarchies internes, consolidant le contrôle vertical sur les flux d'informations. Le manque de contraste externe a un impact direct sur la perception interne. Les citoyens manquent de mécanismes indépendants pour vérifier les chiffres officiels, évaluer l'efficacité des politiques publiques ou remettre en question les annonces du gouvernement. Les critiques, lorsqu'elles surgissent, ont tendance à se concentrer sur des problèmes locaux spécifiques, sans s'étendre à des questions générales sur le système, précisément parce qu'il n'existe pas de modèles externes connus avec lesquels comparer.
Les ambassades, plaques tournantes de la contrebande et des opérations clandestines. Les ambassades nord-coréennes déployées dans le monde fonctionnent comme des plateformes multiformes, conçues non seulement pour remplir des fonctions diplomatiques officielles, mais également pour coordonner des activités illicites qui génèrent des ressources essentielles pour le régime. Ces bureaux, protégés par la protection juridique de l'immunité diplomatique, facilitent le trafic d'armes, le commerce de biens sanctionnés, le blanchiment d'argent et les transactions financières secrètes qui soutiennent les intérêts stratégiques des dirigeants. Dans ces environnements, des expéditions d'armes légères, de munitions et de systèmes militaires obsolètes sont organisées pour les gouvernements autoritaires et les groupes armés. La distribution de drogues synthétiques, ciblant les marchés asiatiques et africains, est également concernée, ainsi que l'importation et la revente illégale de produits de luxe. Ces opérations sont liées à des réseaux criminels internationaux, à des intermédiaires locaux et à des sociétés écrans destinées à dissimuler les véritables flux commerciaux et financiers. Chaque mission diplomatique dispose d'installations de stockage secrètes, de salles de communication isolées et de mécanismes de transport sécurisés qui permettent de déplacer des marchandises sans laisser de traces officielles. Les véhicules diplomatiques, grâce à leurs plaques d'immatriculation protégées, traversent les frontières en évitant les contrôles douaniers. Cette utilisation stratégique de l'infrastructure internationale transforme chaque ambassade en une extension fonctionnelle de l'appareil clandestin qui soutient l'État nord-coréen. Le personnel affecté est soigneusement choisi pour son niveau de loyauté, ses liens familiaux avec le régime et sa fiabilité idéologique. Lors de leurs missions à l'étranger, ils sont constamment surveillés par des agents de l'État, chargés de veiller à ce que les opérations suivent les directives établies et qu'aucun membre ne s'écarte ou ne divulgue d'informations sensibles. Ce système de surveillance interne renforce la sécurité des activités menées en dehors du territoire national. Les ressources générées par ces activités ne sont pas réinvesties dans l'économie locale, ni ne profitent à la population. Ils sont dirigés vers des comptes secrets, des acquisitions technologiques, la maintenance de réseaux cybernétiques, le développement militaire et le financement de luxe exclusif pour l'élite. Ces revenus sont essentiels pour soutenir les programmes clés du régime, garantissant que les capacités opérationnelles restent intactes malgré les sanctions internationales. Les ambassades situées en Afrique, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est sont parmi les plus actives dans ces réseaux clandestins. Les services de renseignement internationaux ont identifié ces régions comme des points chauds, même si les tentatives de perturber leurs opérations se heurtent à des obstacles juridiques en raison de l'immunité diplomatique. Lorsqu'un fonctionnaire est déclaré persona non grata et contrainte de quitter le pays hôte, un remplaçant est rapidement désigné, garantissant ainsi la poursuite des opérations sans interruption. Les fonds obtenus sont transférés via des systèmes bancaires secrets, le transport physique d'argent liquide, de métaux précieux et des conversions en crypto-monnaies. Chaque transaction financière est soigneusement planifiée pour échapper aux systèmes de suivi internationaux, en utilisant des circuits qui s'adaptent aux changements réglementaires mondiaux. Cette adaptabilité fait des ambassades nord-coréennes des éléments essentiels de la machine économique parallèle qui alimente l'appareil d'État. À l'intérieur du pays, les opérations liées aux ambassades sont totalement invisibles pour le public. Les résidents ne reçoivent que des informations relatives aux cérémonies officielles, aux visites protocolaires et aux activités représentatives, sans accès aux détails des fonctions économiques cachées. Le contrôle absolu des médias garantit que les aspects les plus sensibles de ces activités ne sont pas exposés, préservant ainsi le récit officiel construit par le régime. Les ambassades nord-coréennes ne sont ni de simples sièges administratifs, ni des points de liaison diplomatique. Ils fonctionnent comme des centres opérationnels extrêmement complexes, intégrés au réseau économique clandestin, qui fournit des ressources vitales pour maintenir les intérêts stratégiques des dirigeants. Cette conception, fondée sur la discrétion, la précision et l'adaptabilité, renforce la structure qui soutient les privilèges concentrés dans l'élite dirigeante, garantissant que les priorités du régime continuent d'être respectées, même sous la pression et les restrictions internationales.
Le système secret d'essai nucléaire, une infrastructure cachée pour maintenir la capacité opérationnelle. Le programme nucléaire nord-coréen repose sur un réseau souterrain soigneusement conçu, installé dans des zones montagneuses, reculées et protégées, conçu pour effectuer des détonations d'essai tout en minimisant la détection par les systèmes internationaux. Les tunnels, creusés sous des couches de roches solides, sont dotés de renforts spéciaux qui atténuent les ondes sismiques externes, tandis que, dans les semaines précédant chaque test, les opérateurs déploient des capteurs internes et des dispositifs de surveillance pour surveiller chaque phase du processus. Les spécialistes impliqués dans ces activités comprennent des ingénieurs nucléaires, des techniciens en matériaux radioactifs et des experts en explosifs avancés, sélectionnés dans le cadre de programmes éducatifs nationaux qui recrutent les meilleurs profils en sciences appliquées. Une fois intégrés, ces professionnels reçoivent une formation intensive pour effectuer des tâches de haute précision, selon des protocoles stricts qui privilégient la sécurité technique et la confidentialité. L'acquisition de matériaux essentiels, tels que des composants électroniques sensibles et des métaux stratégiques, dépend de réseaux internationaux secrets, des sociétés écrans, des intermédiaires sous contrat et des routes triangulaires permettent aux fournitures interdites par les sanctions mondiales d'entrer dans le pays. Chaque site nucléaire maintient des programmes de maintenance périodiques, mettant à jour les équipements de contrôle, renforçant les structures internes et affinant les systèmes électroniques qui permettent aux plateformes de fonctionner de manière fiable. Les périmètres extérieurs des installations actives sont protégés par des cordons de sécurité multicouches, patrouillés par des unités armées et segmentés en points de contrôle qui vérifient les identités et restreignent l'accès au personnel autorisé. Durant les phases opérationnelles, les communications sont limitées à des circuits fermés et les enregistrements techniques sont stockés dans des systèmes isolés sur des réseaux ouverts, minimisant ainsi toute possibilité d'intrusion ou de fuite électronique. Depuis l'étranger, les agences de renseignement surveillent les signaux générés par ces tests au moyen de relevés sismiques, de perturbations atmosphériques et de modèles capturés par satellite. Cependant, la capacité du régime à ajuster les magnitudes, à camoufler les phases expérimentales et à contrôler les émissions radioactives signifie que les données obtenues de l'extérieur ne sont, dans de nombreux cas, que des approximations partielles. Les rapports d'experts indiquent l'existence d'au moins 6 complexes actifs, soutenus par des centres de développement qui perfectionnent les technologies appliquées aux armes nucléaires. Au niveau national, les informations diffusées se limitent à des déclarations officielles, dans lesquelles chaque essai est présenté comme une réalisation défensive qui renforce la souveraineté nationale. Aucun détail technique, coût associé ou impact environnemental potentiel n'est divulgué. Les rapports complets circulent exclusivement au plus haut niveau de l'appareil d'État, le contrôle du programme étant maintenu au sein du cercle dirigeant. Les observateurs internationaux ont enregistré des changements récents dans l'installation, notamment des améliorations des voies d'évacuation, des renforcements supplémentaires dans les tunnels principaux, la modernisation des systèmes de détection interne et des rénovations conçues pour accroître la résilience aux attaques externes ou aux défaillances opérationnelles. Ces transformations s'inscrivent dans un cycle d'optimisation continue qui maintient les infrastructures nucléaires opérationnelles, même sous les contraintes technologiques résultant de l'isolement économique. Selon les estimations mondiales actuelles, la capacité de l'arsenal de la Corée du Nord se situe entre 20 et 60 ogives nucléaires, soutenues par un réseau de plus de 20 tunnels fonctionnels. Les secrets de Kim Jong-un montrent comment il a réussi à rester inébranlable malgré tout. Grâce à des réseaux cachés d'argent, de transport sécurisé, d'armes, de surveillance et de contrôle de son peuple, le leader maintient sa position de chef. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez en public. Derrière cela se cache un système bien armé qui travaille sans relâche pour maintenir son pouvoir. Ce documentaire nous aide à comprendre comment, malgré les sanctions et les menaces extérieures, le régime reste fort grâce à un réseau caché conçu pour le protéger à tout prix.